C'est parti. Ben, bonsoir à tous. Bonsoir Marc. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ben, merci Marc de nous faire l'honneur d'être là. Nous, avec Emma, on avait à cœur de te recevoir pour parler de toi. Ouais, c'est génial. Merci à toi d'être là. Merci pour l'invitation, hein. Pareil. Premier invité de 2024. En 2023, on était sur deux précédentes émissions. Et avec Emma, on s'est dit qu'on allait faire des portraits. Et donc, voilà, tu es le premier portrait de la série d'une longue série, tu vois. Donc, voilà. Donc, on est ravis. Donc, on va lancer, comme on dit, le jingle, pas le jingle, le teaser, donc compte à rebours, non. Et plutôt, c'est ça. En effet, des querelles, je me suis affranchi. Je me saigne aux 4 veines pour pondre la... Voilà, c'était court et on y est. Donc voilà, merci Marc. On voulait, nous, avec Emma, te poser quelques questions, mais de façon amicale. Enfin, on n'est pas des journalistes, mais plutôt comme ça, bon enfant, la bonne franquette. Et on aimerait, est-ce que tu peux déjà te présenter? Moi, je te connais, Emma aussi, mais bon, on va aller dans le vif du sujet, mais voilà, c'est toujours mieux quand toi, tu puisses te présenter à ta façon. Voilà. Me présenter, c'est toujours un peu compliqué, je trouve. Oui, c'est jamais simple de se présenter comme ça. Parce que déjà, on va parler de plus de choses publiques. Et des fois, en fait, dans sa vie, il y a aussi des choses privées qui sont plus fondamentales, finalement. Mais là, on parle effectivement que des choses publiques. Je suis quelqu'un de totalement autodidacte, puisque j'ai arrêté l'école très jeune. Je me suis beaucoup construit par la musique, par le cinéma, par la littérature et par le journalisme. Ça a été toujours pour moi j'ai grandi à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. J'ai toujours eu besoin d'avoir, je sais pas, des choses dans la tête, quoi, des choses qui bougent, qui circulent, cérébrales. Voilà. Et en fait, je me suis beaucoup engagé, je dirais, sur un combat globalement qu'on peut dire antiraciste, essentiellement. Pas seulement en France, mais aussi en Allemagne, puisque j'ai vécu 6 ans à Berlin. Et en fait, mon travail est passé à la fois par le fait de créer des médias. Alors, j'ai créé des médias, pourquoi? Parce que, quelque part, le traitement de ce qui n'avait pas de nom, en fait, à l'époque, puisque là, je vous parle des années 99-2000, en gros, et qui est devenu ensuite le traitement de la diversité, et des quartiers populaires, et des minorités, etc. La manière dont les médias travaillaient ces sujets, je ne pouvais pas du tout m'y reconnaître. Donc, j'ai créé Respect Magazine, en 2000. Alors, justement, on va y venir. À quel niveau tu ne pouvais pas t'y reconnaître? Tu parles. Je veux dire, on parle quand même, il n'y a pas très longtemps, ouais. Mais c'était un moment, par exemple, où parler de questions coloniales ou décoloniales, c'était considéré comme une obscénité. C'était tabou, quoi. Il fallait pas. C'était le tabou total. C'était le tabou total. C'était circuler, il n'y a rien à voir. Les choses sont pas parfaites aujourd'hui, loin de là. Elles ont quand même énormément bougé sur toutes ces questions-là. Et à l'époque, créer un média dont la baseline était décoloniser les imaginaires, et donc il voulait vraiment apporter un autre regard sur les France en France, finalement, et donc les réalités les apports, les richesses, les problèmes aussi, comme toute population, de populations qui étaient vues sous un angle encore très néocolonial, notamment par les médias. Voilà, ça restait quand même vraiment de cet ordre-là. Et moi, j'avais pas du tout envie de participer à ce type de choses. Et comme en même temps l'information, le journalisme étaient des choses qui me semblaient essentielles pour justement mettre des choses en mouvement, quoi, les faire bouger.
j'ai décidé de créer mon propre média, en fait, voilà, et donc qui a duré une quinzaine d'années à peu près, quand même. Voilà. Tu parles de Respect Mag, hein, c'est donc ça. Hein. Voilà, ça c'était effectivement l'époque Respect Mag. Pardon. Alors, ça. Oui, bon. Donc voilà. Le premier, celui-ci, non, ça c'est pas le premier, c'était Non. Respect Mag, c'est en quelle année? Ça c'était donc c'était 5 ans, donc ça devait être allez, en 2009 à peu près. Celui-ci. Ouais, celui-ci 2009, celui qu'on vient de voir. La naissance du magazine, moi je te rencontre à cette époque, il me semble. On se croise à rue Kléber, dans des réunions sur la diversité organisées par le club Averroès. Voilà, on s'est rencontrés là, je pense. On se rencontre là et tu me dis, on parle du film, de Commandement, c'est là où ça accroche et tu me dis, je vais créer un magazine qui va parler de diversité. Donc, quelques mois après, il est... Voilà, c'était vraiment quelque chose de... il faut vraiment mettre les choses dans leur contexte, parler même de diversité à ce moment-là, qui est aujourd'hui un mot très passe-partout, qui n'a plus aucun sens d'une certaine manière. Mais à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose de subversif, vraiment de subversif, puisque la France ne reconnaissait pas du tout le fait d'avoir, moi j'aime pas non plus le mot communauté, mais disons des composantes qui ont aussi une histoire particulière et donc une histoire de lien avec la France particulière également, et qui étaient des héritiers de beaucoup de choses, pas seulement de l'immigration, puisque là on parle d'immigration postcoloniale, mais qui étaient aussi donc des héritiers à travers des générations et des traces laissées profondément dans les sociétés de la période coloniale de la France, qui a quand même duré une très très longue période, notamment en Algérie, mais aussi en Afrique subsaharienne, etc. Et donc, Respect Mag voulait apporter vraiment un autre regard, déjà donner la parole aux gens sur le quotidien, sur leur création, sur leurs problèmes, leurs espoirs, finalement ce qu'ils apportent à la société. Ça, c'est une image positive, en fait, parce qu'il y avait une image dégradée des gens issus des minorités, on parlait des minorités visibles, et l'idée, c'était d'apporter une image, enfin, ceux qui travaillent, qui créent la culture, quelque chose de positif. Ouais. Et puis, il faut voir que quand Respect Mag sortait, hein, qui était donc un magazine français qui parlait de la France, et qu'il était affiché dans les kiosques, il y avait des grandes affiches dans les kiosques et tout, c'est quand même les premières fois où on voyait des Français d'origine maghrébine, subsaharienne, asiatique, etc., en couverture de ce magazine. Voilà. Personne ne voyait ça avant. Et donc, c'était très, très subversif. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et oui, et nous, on a grandi, parce que tout à l'heure, on parlait du mur de posters qu'il y a derrière Emma. On a grandi avec cette diversité-là. Et toi, cette diversité-là, tu parlais de musique, c'est des gens qui t'ont inspiré, là, Miles Davis, James Brown. Tu penses que c'est ce que c'est Mais c'est un mur de rêve. Voilà, c'est magnifique, toutes ces icônes comme ça, complètement. Moi, j'en ai aussi beaucoup d'autres. Hein. Je veux dire, musicalement, je suis un dingue de musique. Voilà. Et musicalement, j'ai vraiment des références complètement différentes qui vont du jazz, du punk rock, de la soul, du hip-hop, voilà. Je suis pas du tout quelqu'un de l'électro aussi, etc. Mais je suis vraiment un curieux, quoi, un curieux de la musique. Et puis quand j'écoute une musique, je me demande jamais c'est quel style. En fait, je m'en fous, quoi. Je veux juste vibrer et être dedans et kiffer ce que j'écoute et voilà, et avoir des sensations dessus, etc. Donc la musique, pour moi, c'est vraiment... mais le cinéma aussi. Et Kamel, c'est pas parce que vous m'invitez, vous, aujourd'hui, que je vais dire ça, parce que je l'ai dit avant et je leur dirai, etc. Comme un aimant, fait partie, pour moi, des films... ça fait partie de mes 200 films fondamentaux que j'ai vus. J'ai fait une liste comme ça de 200 films que j'ai publiés sur un site de cinéma. Et communément en fait partie, parce que c'est un film qui m'a énormément marqué. Et je trouve que c'est un film à revoir aussi aujourd'hui.
Et vraiment, je dis pas ça parce que c'est toi qui es en face de bois. J'en dirais encore beaucoup plus si justement t'étais pas là. Voilà, c'est un grand film français. Ben alors justement, ça nous amène à ça. Alors regarde, on va présenter ça. Et ça te parle. Ça te dit quelque chose, cette affiche-là? Oui, bien sûr. Ah Alors, bah, évidemment, Do the Right Thing. Attends, quand même. Et moi, pour moi, cette photo-là, ce type-là, qui s'appelle Giancarlo Esposito, Ouais. il n'y a pas longtemps, on s'est croisés, je vais laisser la photo. Je t'ai dit, Marc, tu me fais penser à ce type. Ah, Tu te rappelles à Marseille, tu c'est étais vrai, épouse c'est et vrai. on Je discutait, me on a mangé rappelle. des pâtes, et tu m'as dit, ah ouais, effectivement, il y a quelque chose. Et ce Ouais. type-là, moi, je l'ai vu il y a super longtemps, Do the Right Thing. Je la remettrai, je l'enlève, mais je la remettrai. Et quand je t'ai vu, j'ai dit, tiens, il me fait. Mais de suite, je ne vous l'ai pas dit de suite, hein, mais déjà, ça fait 20 ans. J'ai dit, c'est Giancarlo, et il s'appelle Bugging Out. Et le film de Spike Lee, qui raconte, il dit quoi là, regarde, et comment ça se fait qu'il n'y a pas une photo de mes frères sur le mur? Mm. Moi, ton parcours, ce que tu me dis de Comme un comme aimant. élément, pardon, Emma, tu dis? Ouais, de comme un aimant, ouais, je te dis. Comme élément, de respect mag, ton parcours et tout, pour moi, ça se résume à. Enfin, ça se résume pas, non. Ce personnage-là, ce personnage-là, de manière subversive, dit, ça me fait penser à toi. Et il dit, il n'y a pas de photo de mes frères sur les murs. Est-ce que Respect Mag, c'est pas une manière à sa façon à lui, dans le film de Spike Lee, on va revenir sur Spike Lee, le cinéma, c'est une manière de dire recommandé. Il n'y a pas une photo de mes frères sur les murs de cette France. Est-ce que Bien c'est sûr. pas ça? Mais moi, je ne suis pas en Bien couverture. sûr. Mes frères ne sont pas représentés à la une des couvertures, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà. Encore aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas simples, mais il faut aussi se rendre compte sur l'espace simplement de 20 ans d'où on vient. Ouais. D'où on Oui. vient. Vraiment, moi quand j'ai créé Respect Mag, j'ai entendu des choses, j'ai rencontré des patrons de presse, parce qu'au départ se posait effectivement la question d'être soit en indépendant, soit d'être relié à un quotidien qui existait, ou par exemple, donc j'ai rencontré beaucoup de gens de presse, j'ai entendu des trucs, mais on peut même pas imaginer les choses qu'on pouvait dire à l'époque. Je vous donne un exemple, un patron de presse qui m'a dit ouais, bien sûr, c'est intéressant, mais dans ces populations dont vous parliez, il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas lire, donc ils vont pas lire un journal. Ah non. Bon, il faut se rendre compte, de ce genre de réflexion, c'était banal. C'était banal. C'est comme ce qu'on découvre par rapport aux femmes aujourd'hui, ce dont on découvre l'ampleur aujourd'hui. Parle des violences sexuelles, hein? Du violence sexuelle, du Violence sexisme, des conjugale. rapports de domination, de pouvoir, je trouve, enfin voilà. Mais sur la question raciale, c'était aussi assez de cet ordre-là. Hein, c'est-à-dire qu'on pouvait tout dire, tout empêcher, au nom de... j'ai entendu aussi, par exemple, vous savez, votre idée est géniale, elle est géniale, mais les Français ne sont pas prêts. Oui. Mais pas prêts à quoi? À vivre dans la réalité, dans leur réalité. Mais c'est paradoxal. Pardon, Emma, vas-y, tu allais dire. À découvrir autre chose, c'est ça. Ne sont pas prêts à quoi? À découvrir d'autres cultures, une autre culture qui vit, d'autres personnes qui vivent exactement sur le territoire français. Non, mais c'est fou, quoi. Mais ça, c'est Oui, paradoxal. et puis qui sont français. Qui sont français. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que quand un pays avait une histoire comme celle de la France, qui a des zones d'ombre terribles, mais qui a aussi une grande richesse par ailleurs, c'était vraiment aller droit dans le mur que de ne pas reconnaître ce qu'était la société d'aujourd'hui et qu'elle se composait effectivement de différentes réalités sociales, religieuses, de modes de vie, etc., etc. Et que, alors tout de suite, les gens crient au communautarisme et tout. Moi, je suis pas du tout. J'ai jamais été communautariste dans ma vie. Je m'ennuie dans les communautés, dans toutes les communautés, je m'y ennuie. Donc, c'est pas du tout ma manière de vivre. Ben justement, alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? À l'époque, moi, je me souviens de cette époque où même
TF1, on allait sur France 3, TF1, toutes les rédactions qui nous recevaient, ils nous regardaient comme des ovnis. Ils disaient, mais d'où vous sortez, vous avez fait du cinéma, mais qui vous êtes? C'était super compliqué. Il y avait le gars de la fiction qui s'était pris la tête avec Moujotte, qui était carrément son boss, qui avait gueulé sur son boss pour lui dire, pourquoi tu nous fais venir des gens comme ça? Et Moujotte, qui était le président, qui a dit, non, non, c'est comme ça que les choses vont se passer, tiens, en retard, toi. C'est là où les choses vont se faire. Et peu de temps après, il avait claqué la porte, c'était Kassandilis. Enfin, le gars de la fiction, on s'en fout de son nom, bon, peu importe. Voilà, il y a ça. Mais aujourd'hui, pourquoi je dis paradoxal? Parce que effectivement, il y a un peu plus de diversité, mais jamais la France n'a été aussi dure avec sa diversité. Quand on entend ce qu'on entend dans les médias, il y a 10 ans, moi, je n'entendais pas ça dans les médias. Les médias, c'était de l'information. J'allais, moi, chez e-télévision, chez les chaînes d'infos, quoi, je ne suis pas journaliste, et on me demandait de faire des sujets de société comme un journaliste, on me payait pour ça et tout, donc je faisais des sujets, bim bam boum, avec des journalistes super connus, Alex Jordanov, avec Baptiste Muckenstorm et tout, tu vois, c'était encore possible. Aujourd'hui, mais on se fait insulter dans les rédactions du matin au soir, BFM, C8, ITV. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, d'un côté, il y a plus de diversité, de l'autre côté, on leur crache à la diversité. Jamais ça n'a jamais été aussi violent, le racisme en France. Donc, comment on vit ça alors? En fait, c'est plusieurs choses en même temps. Il y a effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on part de tellement loin qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a quand même des choses qui ont progressé. Il y a des choses qui ont progressé. Voilà. Il y en a d'autres qui restent extrêmement bloquées, je pense, extrêmement bloquées, peut-être encore plus bloquées du fait que des choses aient progressé. C'est-à-dire, en gros, presque, vous avez obtenu ça, vous n'allez pas non plus en demander encore plus et encore plus et encore plus. Et jusqu'où? Juste jusqu'à être des citoyens à égalité, pas plus que ça. Les gens qui demandent ça ne demandent pas de privilèges, ils demandent à être regardés, traités, observés comme d'autres citoyens français. Voilà. Et je pense que ça, la société française s'est extrêmement durcie. Pas que la société française par ailleurs, hein. Enfin, internationalement, globalement, c'est quand même pas terrible. Ouais. Oui, partout on regarde, l'Amérique latine, les États-Unis, plein de pays d'Europe, tout ça est quand même, voilà. L'Afrique, le Moyen-Orient, c'est encore une autre histoire. Bon. Mais on est dans une époque très dure. Et je pense, en gros, depuis aussi le 11 septembre, je pense que le 11 septembre 2001 a été vraiment, il y a vraiment un avant et un après. D'accord. Donc, tu serais dans une réelle fracture et ensuite des retombées petit à petit au fur et à mesure des années, etc. Ouais, il y a eu une mauvaise chose. Ouais, une réelle fracture, comme tu dis, il y a eu une réelle fracture, un traumatisme énorme. C'est ça. Et que les gens ne l'ont pas vécu, pour le coup, les gens ne l'ont pas vécu ensemble. Voilà, je pense qu'il y avait il y a eu des choses, il y a eu un début de polarisation sur la question de l'islam, par exemple, qui vient beaucoup de l'après 11 septembre, qui ne nous a jamais quittés depuis. Ouais. La question, je mets des guillemets, hein, du problème musulman est quand même quelque chose qui est devenu très obsessionnel en France et qui quand même, c'est pas que ça démarre après le 11 septembre, mais ça prend une vraie ampleur à ce moment-là. Ça prend une vraie ampleur à ce moment-là. Et donc, ce que tu dis, Kamel, le problème, c'est qu'il y a effectivement des choses qui progressent, mais il y a aussi des choses qui régressent parce que il n'y a jamais d'acquis. Ouais. C'est comme pour le droit des femmes, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on dit toujours, les droits des femmes peuvent être toujours remis en cause quand il y a des tensions internationales, des tensions sociales, des tensions politiques, etc., etc. Mais finalement, les questions d'égalité, c'est pareil. Hein, dès qu'il y a des crispations, ça se retourne toujours sur les mêmes sujets. Voilà. Et alors, pour revenir à Respect Mag, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui Respect Mag dans la France d'aujourd'hui? Justement, avec ses évolutions, avec ses mêmes blocages, avec ses régressions, ses progressions.
qu'est-ce que serait Respect Mag en 2024? C'est le magazine aujourd'hui, en 2024. Alors, déjà, le travail a quand même pris une autre forme, puisque maintenant, il y a aussi un nouveau média numérique qui existe, hein, qui s'appelle d'ailleurs edici.news, qui est différent de Respect Mag, parce que c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes personnes, sauf pour certaines, d'ailleurs, qui sont restées de l'un à l'autre. Il y a aussi des collaborateurs fidèles depuis de très, très longues années, mais voilà, qui aujourd'hui continuent ce travail différemment que on le faisait à l'époque, d'abord parce que le numérique et la presse papier, ça voilà, c'est des histoires très différentes. Et puis parce que l'époque a changé, parce qu'il y a de nouveaux mots qui sont arrivés, des mots qui sont pas seulement des mots pour être des mots, mais de nouvelles réalités qui sont aujourd'hui dites et qui ne l'étaient pas, à cette époque. Et donc c'est un média qui continue de célébrer la pluralité et l'apport justement de cette pluralité dans nos vies, dans notre culture, dans ce qu'on produit, voilà, le fait d'être un pays pluriel, moi, je pense que c'est une chance énorme. Il y a aussi beaucoup de gâchis qui est fait avec cette grande chance, justement. Donc, on ne sait pas très bien comment la prendre, comment faire avec, comment, voilà. Et je crois que ce travail, avec d'ailleurs edici.news, il continue. On a par exemple créé un centre de ressources en ligne sur l'histoire de la Shoah, l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage, et l'histoire coloniale. Parce que ces trois grands traumatismes, en fait, dont les traces sont encore très sensibles aujourd'hui. Et on s'est dit que ça serait vachement intéressant que les gens aient des références pour travailler là-dessus, pour apprendre des choses. On y trouve des jeux de cartes, on y trouve bien sûr des livres, des films, des séries, des musiques, des tas de choses, en fait, qui vous racontent ces trois histoires-là. Et il y a plus de 300 sources en ligne, hein, c'est quand même assez énorme. Et ça répond à un besoin justement aussi de connaître cette histoire, voilà, de connaître et de la transmettre. Et pas d'une manière manichéenne, pas d'une manière, bon voilà, d'une manière subtile, etc. Et je crois que c'est très important, et ce centre, il marche très bien, parce qu'il y a encore très très peu de choses qui sont produites sur cette histoire-là en France aujourd'hui. Il y a encore du retard. Ça nous amène à ce qu'on disait avec Emma, on a sélectionné ça, donc tu vas nous parler forcément, si tu nous tends une perche, tu fais une transition vers l'histoire de l'esclavage et de la traite négrière, donc sous la direction de Marc Jepsen, 10 nouvelles approches, 20 ans de la loi Taubira. C'est donc ça dont tu nous parles un peu, non, il me semble? Oui, alors effectivement, ça c'est un livre qui est sorti il y a 2 ans. Malheureusement, on ne peut plus le trouver en ce moment parce qu'il est complètement épuisé, ce qui montre à quel point il y avait une demande aussi sur cette histoire-là. Et en fait, j'ai travaillé justement avec les journalistes d'ailleurs edici.news qui ont fait des duos, en fait, avec des historiens, comme Myriam Cothias, comme Pascal Blanchard, des politologues comme Françoise Vergès, des réalisatrices comme Fanny Glissant, etc. Jean-Marc Ayrault. Ça a à voir avec le romancier Glissant, Édouard Glissant? Alors, c'est la fille ou la nièce. D'accord. Glissant, voilà, grande réalisatrice qui a créé le documentaire en 3 épisodes pour Arte, l'histoire de l'esclavage. Et donc voilà, c'est un livre qui est sorti chez les Brio volontairement parce qu'il coûtait que 5 €, qui était important, et où il y avait une somme de savoir et de choses indispensables à connaître pour tout le monde, et vraiment pour tout le monde, pas uniquement les personnes qui sont directement descendantes de cette histoire. Je pense que tous les Français aujourd'hui devraient connaître cette histoire parce que c'est essentiel de la connaître. Pareil pour l'histoire de la Shoah. C'est quelque chose qui fait partie encore de ce qui nous constitue aujourd'hui, cet héritage-là, etc. Et l'histoire coloniale, bien évidemment. En plus, c'est une manière aussi de lutter contre la concurrence des mémoires. C'est-à-dire ceux qui vont dire, oui,
on enseigne plus ta mémoire que la mienne, etc. etc. Ah, tu fais, enfin, sans le nommer, mais c'est un peu Dieudonné qui dit que c'est ça, ça dérange les gens qui disent Oui, que. ben, il y a toujours, c'est toujours pareil, il y a toujours des gens, en fait, pour regarder un truc, voilà, comme ça, là, ils sont dans la rue, ils regardent un truc, et puis tout d'un coup, ils élaborent une grande théorie à partir de ce truc qu'ils ont vu, et ils en tirent des conclusions, que finalement, le monde est comme ça, dirigé par telle personne, etc. etc. Bon. Nous, dans le travail qu'on fait sur la transmission de l'histoire, on prend une chronologie, et on n'est pas en train de dire qu'est-ce qui est pire que l'autre. Peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir en quoi ça nous constitue encore aujourd'hui. Et donc, ce petit livre, je pense, a été extrêmement utile. Il devrait ressortir bientôt. Avec Emma, on se posait la question, justement, pareil, la transition est toute faite. Quelles sont tes influences outre-Atlantique du problème, on va pas dire, comment on appelle ça, Emma? On disait alors, le terme exact, ce serait les droits civiques, les problèmes des droits civiques des Afro-Américains, Afro-descendants et autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça? Parce que quand tu me parles de Vergès, il me semble que vous êtes ceux en France, avec Pascal Blanchard, Vergès et tous les noms que tu as cités, vous êtes ceux qui sont le plus proches de cette Rokhaya Diallo, il me semble, et autres, de cette sensibilité j'allais dire Black Panther, je peux pas forcément, c'est toujours un peu cliché. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, non, pas forcément Black Panthers. Ah, ouais. Mais de toute manière, les Black Panthers, il y a eu plein de tendances aussi différentes, il y a eu plein de théoriciens différents, etc. Donc, en fait, bon. Mais en tous les cas, de voir, ce qui est évident, c'est que les États-Unis, qui quand même ont commis le pire dans l'histoire, déjà en se constituant avec un génocide, celui des Amérindiens, et ensuite en se construisant avec l'organisation de la traite et l'esclavage, c'est quand même colossal. On peut le dire. Colossal, c'est le mot, quand même. Hein, voilà. Mais c'est aussi un pays qui a su, à un certain moment, se saisir, en fait, de ces sujets. Et on le voit beaucoup dans la littérature, dans la peinture, dans le cinéma. Alec Baldwin, tu parles d'Alec Baldwin, mais plein de gens, il y a vraiment plein. Il y a vraiment plein de gens. Ce serait qui, par exemple? Parce que moi, ça m'intéresse, hein, et puis ceux qui écoutent. Par exemple, l'œuvre de quelqu'un comme James Baldwin et sa manière de. Alec Baldwin, j'ai dit James Baldwin, pardon. Voilà, James Baldwin, c'est quelqu'un qui a questionné vraiment en profondeur tous ces rapports de domination raciale, sociale, sexuelle aussi. Faut oublier que James Baldwin était quand même un des deux leaders noirs américains dont on savait qu'il était homosexuel, ce qui n'était pas rien non plus à cette époque-là. Hein. Et donc, c'était quelqu'un qui avait une lecture très fine, très radicale sur certains points, mais très fine aussi. Et je pense que c'est quelqu'un qui a énormément apporté. Il faut vraiment voir le film de Raoul Peck, I'm Not Your Negro, qui est donc de James Baldwin, de tout ce qu'il a pu écrire, et puis sa vie de romancier. Et moi, je pense que la littérature est aussi un domaine qu'il faut vraiment investir, quoi, parce que... Non, comme ça, d'autres noms à nous dire pour des références, pour qu'on situe un peu ou pas. Si, des fois, c'est pas évident, ça vient pas. Hein. James Baldwin, c'est par excellence, bien sûr, mais est-ce que tu en as d'autres ou... Il y a plein de autres. Il y a par exemple Saphir, qui est une grande écrivaine, qui a écrit des choses très dures, très crues, parce que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très dur. C'est une jeune fille afro-américaine qui a été violée par son père, notamment pendant, je pense, toute son enfance, qui a poussé des cris littéraires, mais absolument, ce sont vraiment des perles. Pour moi, ce sont des perles de la littérature.
Et on peut en citer plein comme ça. Bon, il y a tout le côté la soul fiction aussi par ailleurs, qui est donc cette littérature qui se voulait plus populaire pour le coup et qui reprenait un peu tous les codes des ghettos noirs de l'époque, qui a quand même produit de très grandes choses aussi. Il y a énormément de choses, comme il y a énormément de choses dans la musique. Les États-Unis, si vous coupez sa culture afro-américaine, si vous l'amputez de sa culture afro-américaine, au niveau culturel, il reste quoi? Je parle dans l'histoire hein, de la culture américaine, je ne parle pas simplement d'aujourd'hui, je parle dans l'histoire. Si on lui retire le jazz, si on retire les grands réalisateurs, les grands comédiens, les grands écrivains, les peintres qui émergent maintenant aussi, dont on découvre le travail, etc., les Afro-Américains, etc., si on ampute de tout ça, en fait, ouais, il reste quelques petites choses, quoi, mais rien de fondamental. Et ça, c'est quand même, si, des choses fondamentales dans la littérature. Là, j'exagère de dire ça. Il y en a. Mais, je veux dire, c'est pas amputable. C'est pas amputable. On peut pas. Et je pense que ils ont effectivement travaillé, ils ont produit, ils ont créé des choses, y compris très avant-gardistes, très avant-gardistes. Un film de Van Peebles comme Sweet Sweet Black, par exemple. C'est 20 ans avant Spike Lee, mais bien sûr. 20 ans avant Spike Lee, c'est incroyable. Oui. La liberté, la créativité, c'est vraiment... Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose de quand même très fort aux États-Unis. Donc, en fait, tu as une forte influence outre-Atlantique comme la mienne, parce que quand tu parles, je reconnais dans tes choix à lecture, cinématographique, musicale, Emma aussi. Donc, mine de rien, il y a ce regard-là qui est là-bas. Et quelque part, on pourrait reprocher à la France de ne pas avoir fait ce travail-là avec le problème du colonialisme et de sa diversité, quelque part. C'est se priver de beaucoup de choses. C'est se priver de beaucoup de choses. C'est se priver d'abord de transmettre une histoire, comme je le disais tout à l'heure, qui est pour moi essentielle à connaître par toutes et tous en ce pays. Ouais. C'est aussi au niveau créatif se priver en fait de quelque chose qui, que ça soit en musique, en film, en littérature, etc., est porteur de tensions particulières, etc., et qui sont aussi intéressantes du coup à investir artistiquement, créativement, parce que c'est très riche toutes ces histoires-là. Et je pense que oui, il y a encore pas assez il n'y a pas assez de choses qui se font, mais voilà, il y a aussi il y a aussi des choses étonnantes, quoi. La manière, par exemple, dont les témoignages aujourd'hui de femmes, je trouve, vous arrivent comme ça en pleine figure et d'une manière qui est très... qui vient beaucoup des tripes, quoi, parce que c'est des années de silence. C'est quand même vachement... C'est quand même très frappant. Et je trouve que créativement, ça donne aussi ces témoignages des choses. Je suis pas du tout un fan de ce que produit France Télévisions, en général, je dois dire. Il n'empêche qu'il y a une série qu'ils ont produit donc, et diffusée qui s'appelle Sambre, qui est franchement un vrai bijou, quoi. Qui est vraiment un vrai bijou. Voilà. Pour une fois, je pense que c'est bien de le dire aussi, parce que c'est pas tous les jours. Donc voilà. Je connais pas. Je vais me renseigner parce que moi, j'ai avec Emma, je crois. Pardon, Emma? Je connais pas non plus. Moi, ouais, ça fait 10, 15, un peu plus de 15 ans, voilà, pour info. J'ai coupé TF1, France 2, France 3. Je ne regarde plus du tout la télévision française, ni leurs programmes, ni leurs infos, ni où. Je regarde les séries à la télé. Je me renseigne avec les réseaux sociaux. Enfin, X, avant, c'était quoi? C'était quoi avant Twitter. Twitter. Voilà. Mais je ne regarde plus du tout, donc je ne sais pas ce qui se fait en fiction. Bref. Mais je vais regarder et on en parlera. Et du coup, c'est intéressant tout ce que tu dis. Moi, ça me parle, tout ce qui est toute cette culture américaine, outre-Atlantique, afro-américaine, afro-descendante.
peu importe. Tout à l'heure, j'ai dit Alec Baldwin, James Baldwin, j'ai fait le lapsus entre, parce que j'avais ça en tête aussi. Mais, et puis ce mur derrière et tout, mais ça m'intéresse parce qu'on n'en a jamais parlé ensemble, mais on savait qu'on allait, on sentait qu'on pouvait parler de ça et tu nous as parlé de ça et ça nous a semblé évident que tu nous parles de ça. Et moi, j'aimerais repiquer sur une question qui est pas plus personnelle, mais Mark Shepson. On en avait parlé quand on s'est connus et avec Emma, pareil, on s'est posé la question. Mark Shepson. Sheb, c'est un beau prénom, c'est un beau nom de famille. Shepson. Sheb, c'est en arabe, c'est beau. Enfin, c'est un mot arabe, je veux dire ça que je veux dire, comme les Sheb Mami et autres. Sun, c'est le soleil, il y a de l'anglais. Emma m'a dit, parce qu'elle est. Emma travaille beaucoup la langue anglaise, elle m'a dit Sun, il y a de tout. Donc, parce que puisque tu parles de tout ça, d'où tu parles, enfin, d'où tu viens, pas d'où tu viens, quel est ton rapport à la diversité et est-ce que toi, comme nous, tu as subi de plein fouet cette diversité-là par le racisme et autres? Voilà, j'imagine. Alors, en fait, moi, je viens d'une famille extrêmement mixte, pour le coup, où on trouve, il y a des origines européennes, des origines d'Afrique de l'Est, des origines juives, des origines arabes, et une mère qui était par ailleurs d'origine italienne et catholique. Voilà. Donc, en fait, c'est ouf. C'est vrai que j'ai eu envie en fait de trouver finalement un nom qui rassemblait à un certain moment plein de choses qui étaient importantes pour moi, quoi. Et du coup, ces trois mots-là ensemble, je me suis dit, tiens, t'es jolie, ça me ressemble, quoi, je me sens bien là-dedans. Et en fait, la première fois que j'ai pris ce nom, d'ailleurs, c'était pas en France, c'était en Allemagne. C'est parce que en fait, j'avais créé avec plusieurs autres personnes un petit magazine qui s'appelait Deep People. Et en fait, on n'avait pas le droit de le signer de notre nom parce que à l'époque, en Allemagne, les personnes qui étaient étrangères, et c'était le cas de tout, il y avait une personne du Maroc, une personne du Sénégal, il y avait moi, il y avait quelqu'un du Vietnam, etc., n'avaient pas le droit, en fait, de créer une structure associative. Donc, on avait tous pris des noms pour signer nos articles, qui étaient des noms en fait qu'on inventait, etc. Et du coup, c'était marrant parce que chacun a un peu cherché les choses qui avaient du sens pour lui. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce nom-là. Et puis après, il est resté. Et c'est bien. D'accord. Je pensais que Mark Shepson, c'était ton nom. Donc, c'est un nom emprunté. C'est une forme. D'accord. Et qui correspond à toutes les influences, pas les influences, mais à tes origines, à ton histoire. Déjà familial, hein, c'est quand même énorme. Il y a quand même l'Égypte, il y a quand même l'Italie, il y a quand même, comme je vous disais, une partie arabe, une partie juive, une partie catholique, une partie, voilà. Donc moi j'ai grandi avec tout ça et ça n'a pas toujours été simple, loin de là. Hein. C'est pas que ça peut être des fois très 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 compliqué de toutes parts. Et donc j'ai toujours aussi été sensible à différentes formes de racisme. Ah, d'accord. Différentes formes de racisme. Ouais. Je sais ce que c'est que l'antisémitisme. Je sais ce que c'est que l'islamophobie. Je sais ce que c'est que la discrimination. Je sais tout ça. Quand j'ai commencé à publier des articles, c'est pas en France. C'est pour ça que je suis parti en Allemagne. Parce que je me disais qu'en gros, je pouvais m'inventer une école, disant voilà, j'ai fait une école française, etc. Ici, de toute manière, tout m'était fermé. Donc, je suis parti. En quelle année? Parce que c'est intéressant. Le Mark Shepson des années, quand tu avais 20, 25 ans, c'est ça, il me semble. Ah ben oui, ça remonte à. Oh là là, c'est ça. Ouais. Ça remonte à 89, 90. Quand le mur de Berlin est tombé, quand le mur. La tombée du mur de Berlin, où on avait, avec 3 potes, créé le premier Black Liberation Sound System à Berlin.
Ouais, tu as 25, 26 Ouais, ans. voilà. Ouais. Et en fait, c'est là-bas aussi que j'ai commencé. J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait de la musique, j'ai fait plein de trucs. Et puis, j'ai commencé à écrire. Et j'ai été publié en Allemagne, donc. Et après, je suis rentré en France. Et c'est là que les choses auraient été normalement plus faciles pour pouvoir accéder à un poste de journaliste, etc. Mais les entretiens, comme je vous Ah, disais c'est au cloisonné. début, En 90, la France était cloisonnée de fou, quoi. ah, Ah oui. ah non, 88, 9, 10, mais c'était même pas la peine d'y penser. non, mais et les choses qu'on me proposait de faire sur la banlieue, tout ça et tout, c'était tellement, mais tellement caricatural, tellement que voilà, j'avais pas du tout envie de faire de participer à ça, même pour un poste. Je veux dire, j'avais pas du tout envie de ça. C'est pour ça, j'en reviens à Respect, c'est pour ça que j'ai créé Respect, pour faire d'autres choses, raconter d'autres histoires. Et donc, quand tu crées Respect, tu le crées au bon moment. C'est encore, là, c'est possible. Avant, ça n'aurait pas été forcément possible. C'est possible, ouais. En même temps, on y travaille, par exemple, de 98 à 2000. J'imagine. De 98 à 2000, il doit sortir en 2001. Ouais. Et 2001, il y a le 11 septembre, comme je vous disais. Et après le 11 septembre, il y a des partenaires qui se retirent, Ouais. qui nous disent c'est compliqué, c'est pas le bon moment. Ouais. Et on dit non. Et donc, on le sort, je dirais, d'une manière totalement, mais totalement indépendante. On rassemble de quoi payer, en fait, la production d'un numéro. Et on se dit, après, on va aller chercher des partenaires avec ce numéro, etc. Puis finalement, le premier numéro, il marche assez bien pour qu'un deuxième se fasse. Et puis un troisième, puis un quatrième. Et ça dure 15 ans. Moi, ça nous parle, Emma et moi, ça. Partir comme ça, ouais, de façon totalement indépendante. Et ça dure 15 ans. C'est génial, l'histoire Et est ça dure 15 ans. Et ça a créé beaucoup d'emplois. Et ça a révélé aussi beaucoup de personnes qui ont commencé, qui ont fait leur début à Respect Mag, des écrivains, des journalistes connus aujourd'hui, etc., qui ont fait vraiment. Tu vas en parler un peu rapidement ou pas quelques-uns comme ça Ouais, bah plein de gens. Ousmane Ndiaye qui est rédac chef de Courrier International Afrique, par exemple. Ouais. C'est quand même pas rien. Plusieurs personnes. Il y a une jeune femme, Elena, qu'on voit beaucoup sur les plateaux, sur tout ce qui est Russie en ce moment, à propos de l'Ukraine, de la Russie, etc. Ouais. Son premier truc, c'était à Respect Mag. Il y en a plein. Et c'est vachement bien parce que je trouve que c'est des gens qui ont un beau parcours en plus. J'ai pas connu vraiment d'arrivistes prêts à tout pour se vendre, etc. Je crois que je devais les éloigner un peu naturellement, d'une certaine manière. Pour s'engager à ce moment-là, à cette époque-là, pour s'engager dans un magazine comme ça, à mon avis, il n'y avait pas d'arrivistes. C'est où des gens vraiment qui étaient proches de tes idées, de vos idées à vous, qui avaient vraiment envie de dire des choses et de transmettre des choses qui n'étaient pas dites ailleurs. C'est pas, à mon avis, la personne qui arrive et qui veut juste faire son expérience. Absolument. Elle va dans des choses beaucoup plus formatées, etc. Donc, c'est sûr que tu as dû faire de belles rencontres. Et c'était des gens qui aimaient vraiment ça, quoi, et qui partageaient. Et puis, il y avait vraiment la volonté, on travaillait énormément, et la volonté d'être un vrai magazine et avec une grande qualité, que ce soit au niveau des images, au niveau des couvertures, au niveau des articles, etc. Enfin, c'était vachement travaillé. Et c'était toujours le jour J en kiosque, il était toujours là et toujours affiché, etc. Et ça a été vraiment un sacré truc. Ouais. Je me souviens de BAM, de Abdelmalik. Tout le monde passait. Tout le monde. Un jour, il y a Kassovitz qui a débarqué au milieu. Tout le monde passait parce que c'était un vrai vivier, quoi. C'était un vrai vivier. Il y avait quelque chose de très, je pense, de très vivant, de très stimulant. Tu regrettes ces années-là, enfin pas ces années-là, mais tu regrettes. Et pourquoi avoir arrêté au final? Pourquoi avoir Alors,
Parce qu'au bout de 10 ans, la situation financière était de plus en plus compliquée. D'abord, Internet commençait à être très fort. La presse gratuite, qui a maintenant disparu par ailleurs, mais était très très forte à ce moment-là. On distribuait des journaux comme ça aux gens. Tiens, tenez tel truc, tel autre, tel autre. Les gens prenaient et tout. Puis les gens disaient, vous savez, la presse maintenant c'est ça, c'est pas bon. Donc ça a été compliqué au bout de 10 ans. Et finalement, on a été racheté par un groupe. Et bon, on peut dire que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que ça ne s'est pas bien passé. Mais ça, c'est assez classique aussi. Hein. La volonté, c'était de racheter pour l'étouffer ou enfin, on va pas en parler, mais peut-être. Moi, je sais ce que j'ai compris, mais bon, peut-être pas. Disons que, voilà, en tous les cas, c'était plus possible de travailler ensemble. Et toute l'ancienne équipe, en fait, voilà, on est parti parce que tu n'es pas d'accord sur ce que ça devenait. Rien d'autre. Et du coup, alors l'écriture, voilà, toi, tu as continué dans l'écriture et qu'est-ce qui t'a emmené à l'écriture de ton premier roman? Bonne transition, alors j'envoie la fiche. Ouais, au niveau des années de l'époque, est-ce que c'est au même moment? Est-ce que c'est beaucoup plus loin? Est-ce que c'est ça qui a fait qu'après Respect Mag, tu t'es mis à continuer à écrire d'une autre manière? Voilà. La transition est là. Voilà. Et je veux le monde, ouais. En fait, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très 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 longtemps. Mais dans toute la période Respect Mag, j'avais absolument pas le temps de me poser pour écrire. C'était impossible. C'était tellement speed tout le temps. On avait quand même très 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 peu de moyens. Hein. Je reviens juste là-dessus pour dire qu'on n'a jamais eu un franc à l'époque et après un euro de capital. Hein, tout venait de ce qui s'était produit, etc. Donc c'était un moment où c'était extrêmement difficile. Et mais j'ai toujours aimé la littérature et le cinéma sont des choses très très importantes pour moi depuis toujours. Je trouve que, comme le dit un des personnages de mon nouveau roman, là, à un moment, je ne sais pas comment font les gens qui vivent qu'avec le réel. Eh bien, moi, c'est pareil. Je ne sais pas comment les gens font. Et il y a des gens qui vivent très bien qu'avec le réel. Moi, je ne comprends pas. Voilà, j'arrive pas. Donc, là, moi, à mon avis, voilà, avec Kamel, on ne peut que te comprendre. Et voilà, on pourra pas, j'ai pas les contre-arguments. Mais voilà, et donc le cinéma, bon, j'ai lu beaucoup de scénarios. Vous m'entendez toujours? Ouais, parfait. Ah, d'accord, je m'entends bien, d'accord. J'ai lu beaucoup de scénarios parce que j'ai été 5 ans à la commission Images de la diversité du CNC, donc j'ai lu énormément de scénarios à ce moment-là. D'autant plus que moi, je les lisais tous, j'insiste. Donc ça prend énormément de temps. Et le cinéma, la lecture, c'est comme la musique, sont 3 choses qui font vraiment partie de mon ADN, quoi, complètement. Après, j'aime la peinture, mais c'est pas pareil. Mais la musique, le cinéma, la littérature, c'est vraiment 3 choses qui ont laissé une trace, qui ont laissé une empreinte, quoi, sur moi. Et du coup, Et je veux le monde, ouais, ça a été un premier roman. Ça a été 3 ans d'écriture, à peu près. Et la sortie a été très compliquée parce qu'il est sorti la veille de la fermeture des librairies pour le premier confinement pendant le Covid. Oui. Voilà, 2 jours avant, pour être précis. Donc, c'était très compliqué. Et en fait, malgré ce contexte qui était très dur, surtout pour un premier livre, les gens, ils commandaient des bouquins sur Internet, mais en fait, de gens qui connaissaient, d'auteurs qui connaissaient. Pour un premier bouquin, s'il n'y a pas le libraire, tout ça et tout, voilà, il y avait plus de presse, il n'y avait plus de médias culturels, il n'y avait que le Covid, etc. Et du coup, ça a été compliqué, mais il a quand même fait son chemin. Il est ressorti au livre de poche en 2021.
ce qui donc lui donnait un vrai deuxième public aussi, etc. Et c'est un roman que j'ai pas... Ouais, je l'aime bien, quoi. Je l'aime bien. Je trouve que il raconte des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. En gros, en deux mots, bon, ça se passe dans un quartier du 18e arrondissement de Paris. Et le 18e arrondissement, c'est un quartier qui est dont une partie est très riche, une partie très pauvre et une partie intermédiaire. Et en fait, j'ai créé une histoire à partir d'un crime qui relie des gens, finalement, de ces différents coins du 18e, dans une histoire, voilà. C'est pour ça qu'il y a des propriétaires d'un théâtre, qui sont de grands acteurs français, qui sont des personnages importants du livre. Il y a Aïssatou qui dirige l'espace jeunesse près de la Goutte d'Or, dans le quartier pauvre du 18e. Il y a plein d'autres gens, en fait, qui se retrouvent liés à une histoire qui les rassemble, et qui est une histoire de crime, une histoire qui finalement montrera à la fin qu'elle n'est pas qu'une histoire de crime. En fait, elle raconte aussi beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'était le premier. Le livre que j'ai lu. C'est vrai, en plus qu'il y avait... Oui. Attends, t'avais kiffé en plus quand même. Oui, ah oui, j'ai beaucoup aimé. Et on a même failli, on a parlé des au cinéma, on a parlé des producteurs. Bon, ça, c'était pas le bon moment, mais ouais. Et voilà, et donc finalement, c'est quelque chose aussi qui est vraiment important pour moi. En même temps, j'essaye aussi de créer des ponts avec d'autres choses. Par exemple, sur le prochain qui sortira dans presque un an, puisqu'il sortira en novembre 2024, qui s'appelle Ebang. Ebang, d'accord. Ebang, avec un point d'exclamation. J'ai créé des musiques, en fait, qui sont finalement la BO du livre. Et donc, je publierai en même temps les musiques. Voilà, c'est un roman musical, un roman en musique. Alors, on va te poser la question, Emma, peut-être toi, quelles sont les musiques, les films et les livres qui t'ont fait grandir? Peut-être, Emma, c'est vrai qu'on est à 52 minutes, c'est génial. Je pense qu'on est... quoi, c'est super intéressant. On pourrait rester des heures, mais on sait que les formats longs, les gens, ils saturent, mais on est déjà bien. On a encore 5, 6, 7, 8, 10 bonnes minutes pour encore parler de pas mal de choses. Donc, Emma, vas-y, tu prends... Oui. Je te rejoins. Oui, quels sont les livres, comme on est dans la littérature, qui t'ont inspiré? Alors j'ai parlé de James Baldwin, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Et il y a un autre écrivain qui a été très important pour moi, qui s'appelle Junichiro Tanizaki, qui est japonais, qui est un écrivain qui a vécu, il est décédé, je pense, dans les années 60 à peu près, et qui a fait des livres incroyables, très très incisifs sur le Japon, voilà, pour moi c'est énorme. Sinon, il y a aussi aux États-Unis, il y a Carson McCullers, donc une femme écrivaine qui Thompson, ouais, pardon. Non, vas-y. Je pourrais vous donner d'ailleurs les. Et puis j'aime vraiment plein de choses différentes, quoi. J'ai beaucoup aimé Les Liaisons dangereuses, que je trouve être aussi un grand texte. J'aime Leonora Miano, particulièrement Tel désastre éteint, que je trouve être aussi grande écrivaine. Amadou Ampateba, je pourrais vraiment citer vraiment plein de gens. Puis le cinéma, Alors le cinéma, dis-nous si un ou deux films, pas sur les 200, mais comme ça, hein, c'est ce qui te passe par la tête, qui t'ont fait grandir et qui t'ont marqué. Alors, qui m'ont vraiment... Enfin, d'abord, il y en a beaucoup qui m'ont vraiment marqué. Si je citais deux films peut-être complètement différents,
n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres. Je dirais Les damnés de Luchino Visconti et Do the Right Thing, par exemple, de Spike Lee. Ah ouais, Voilà, ouais. c'est par exemple deux films. Il y en a vraiment beaucoup d'autres, hein, parce que là, j'ai fait une liste de 200, justement, et j'ai dû me restreindre. Au bout de 200, je me suis dit stop. Mais ouais, je trouve que, par exemple, 2 films qui viennent à l'esprit tout de suite, je pourrais citer ces 2-là. Bon, excellent. C'est 2 choix intéressants. Ah ouais, la grande bourgeoisie Visconti, d'un côté, de Racing avec Ouais. Spike Lee, l'intellectuel qui récupère, pas qui récupère, c'est excellent, c'est pas le terme, qui arrive pile poil au moment où il faut faire des films, où on peut faire des films, Ouais. après 20 ans après Sweetback, et puis qui doit avoir les mêmes lectures que toi, James Baldwin, puisqu'il en fait référence dans ses films En veux-tu, en voilà, je sais plus dans quel film, mais assez souvent, quoi, tous ces auteurs. Il y a cette auteure écrivaine, j'ai oublié, j'ai des problèmes de mémoire, comment elle s'appelle? Tu vois, elle est, il a cité beaucoup, enfin bref, après ça reviendra. Bref, mais c'est tout ça, c'est toute cette influence qui nous plaît aussi, hein, mais ouais. Alors là, nous, on voudrait te parler avec Emma parce qu'on y arrive, hein, de ça là, c'est ça. Alors je mets la Visuel, mais le visuel, voilà. Jeune et Police. Bon, tu peux nous parler de ça? C'est un collectif, c'est ça? Alors, Jeune et Police, en fait, c'est quelque chose qu'on a fait il y a une dizaine d'années maintenant. Et l'idée, en fait, c'était pour le coup, de faire un journal gratuit, donc diffusé sur Internet d'une part, mais aussi en papier. Il était distribué aux gens dans la rue. Et il était axé sur le sujet des rapports entre jeunes et police. Il y a eu beaucoup de témoignages dedans, de Youssoupha, Contrôle faciès. de Contrôle au faciès, Youssoupha, Lilian Thuram, Esther Benbassa, beaucoup d'autres qui ont témoigné de leur expérience des contrôles au faciès. Beaucoup d'anonymes aussi, bien sûr, mais c'était aussi important qu'il y ait des gens connus qui racontent en fait ce qu'eux avaient vécu. Et puis aussi beaucoup d'années, et puis surtout qui racontaient des tas de choses qui pouvaient se faire au Canada, au Royaume-Uni, en Espagne, etc., pour rendre ces rapports moins violents, déjà, moins conflictuels. Et donc, il y avait plein de pistes, plein de propositions qui étaient faites pour déjà améliorer. Voilà. Et on voit que malheureusement, il a 10 ans, il pourrait être sorti hier, ça serait exactement pareil. La même chose. La même chose. Et du coup, avec Emma, on se posait la question tout à l'heure de la loi, cette fameuse loi qui a été mise en place par Hollande et son gouvernement à l'époque. C'est la loi quoi, Emma, tu t'en souviens? C'est la loi, oui, c'est l'article 435 du Code de la sécurité intérieure qui autorise les policiers à tirer en cas de refus d'obtempérer. Donc, c'est cette loi aussi qui fait basculer les choses. Alors oui, je pense que... alors, je ne connais pas exactement le texte de la loi, donc ça m'est un peu difficile de commenter directement le texte de la loi, mais de toute manière, oui, on voit bien que il y a des choses qu'on retrouve depuis très 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 longtemps, notamment le fait d'associer les Noirs et les Maghrébins en France et les Arabes, les Noirs et les Arabes, à des personnes dangereuses, potentiellement dangereuses, par exemple. Et que ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, enfin, pas du tout, mais très très peu travaillé dans la police aujourd'hui. C'est-à-dire tous les stéréotypes qu'on peut avoir. Et puis, une fois de plus, moi j'en reviens toujours à l'histoire, on est toujours les héritiers de quelque chose. Hein. La police des Noirs, c'est quelque chose qui a existé en France il y a des siècles, existé, et qui était donc une loi pour qu'il y ait une police qui surveille la circulation des Noirs dans le pays, etc. Pendant la guerre d'Algérie, vous pouvez voir des affiches, par exemple, de manifestants à Paris
contre l'occupation, contre le colonialisme français, où il y avait des pancartes où il y avait écrit « Stop au contrôle aux faciès ». Ouais. Déjà, exactement, un mot à mot. J'ai vu des archives là-dessus, etc. Et effectivement, contrôle aux faciès, parce que il ne faut pas oublier que la police arrêtait tout ce qui pour eux ressemblait à un Algérien. Donc il y avait des Tunisiens arrêtés, des Marocains qui se retrouvent en Algérie, enfin, il y a eu des trucs absolument incroyables. Donc c'est vraiment lié à la guerre d'indépendance, au colonialisme et à tout ça, donc finalement. C'est un héritage. Je veux dire, c'est comme tous les héritages. On n'est pas obligé d'en être prisonnier. Si on en a conscience qu'il y a un héritage qui existe et tout, on peut du coup travailler à remettre cet héritage en cause et se dire, bon voilà, il y a des temps de guerre, on n'est pas là en France aujourd'hui dans un temps de guerre entre nous. Voilà. Et il y a des comportements effectivement qui sont absolument terribles. En même temps, je pense qu'il y a aussi plein de policiers qui ont envie de faire bouger les choses, hein, qui prennent sur leur temps pour venir participer à des débats. Moi, j'en ai vu plusieurs, parce que ça fait quand même 15 ans, en gros, que je travaille sur les rapports citoyens-police. Mais il y a quelque chose qui n'est pas seulement le fait d'individus, qui est aussi quelque chose d'une institution qui permet à ces individus de passer à l'acte. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ouais, voilà. On est complètement d'accord. Il y a une question que j'allais poser et qui m'est sortie de la tête, mais bon, voilà. Ben, écoute, c'est super. C'est juste, on est à 1 heure. C'est ça. On pourrait parler encore pendant. Ouais, c'est. Ben, écoute, pour nous, c'est excellent. Merci à vous. On n'a pas fait le tour, mais qu'est-ce que tu... Voilà, un parcours super intéressant. Oh, un parcours. Tu sais, je pense que justement, quand tu as appris à raconter des histoires de gens, etc., tu vois que en fait, plein de gens ont un parcours qui est très étonnant. Très étonnant. Si on commençait à discuter avec les gens de ce qu'ils ont vécu, je pense qu'on serait souvent très, très étonnés. Ouais. Qu'est-ce que tu nous dirais? Est-ce qu'il y a une série que tu voudrais conseiller, un livre, pas les livres, mais un livre pour maintenant, ou une série que tu voudrais conseiller à ceux qui écoutent? Voilà, il y a un livre, une série peut-être. C'est ce qu'on fait souvent. Hein. Eh ben, alors là, en livre, je sais pas. Récemment, là, tout de suite, j'ai lu des trucs, mais je sais pas. Il n'y a pas de choses qui m'ont vraiment récemment marqué pour les citer tout de suite. Une série, ouais, il y en a. C'est pas nouveau, hein, c'est un peu un classique, quoi. Mais je trouve. Dire The Wire, tu vas dire. Ah non, mais The Wire, non mais ça, c'est tellement fort. Alors, il y en a une quand même plus récente, ouais. que je trouve quand même vraiment, vraiment incroyable. C'est Murder, avec Viola Davis. Oui, c'est je trouve que c'est quand même, parce que il y en a 6 ou 7 saisons, et en fait, il y a un scénario avec un nombre de personnages incroyables, et en fait, une énigme est résolue dans la saison 1, et puis dans la saison 2, on vous dit « Non, mais en fait, c'était pas du tout ça l'histoire. On reprend tout, on recommence, et on vous montre une autre histoire avec le même truc. » Et ça fonctionne, et c'est magnifique, magnifique. Murder, ouais, pour moi, c'est quand même une des meilleures choses que j'ai vues depuis longtemps. Ben écoute, merci infiniment. Est-ce que nous, on se dit que tu reviendrais bien novembre. Quand le nouveau livre sortira, par exemple, avec plaisir. Ah ouais. Pour le livre et tu mets en place une maison d'édition, tu n'as pas envie d'en parler, mais on en parlera. On en parlera, ça fait partie des choses de 2024. Bon, ben parfait, tu reparleras de ton actualité. Merci infiniment, Marc. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Camille. Et bonne chance. Bonne chance à toi aussi. À cette nouvelle émission absolue. Ben, merci beaucoup. Ben, on se dit au revoir. On ne met pas le jingle, mais on y va, on se dit au revoir. On y va. Ciao. Ciao. Ciao.